Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live d'Amis, le podcast où on revoit tous les films qui nous ont fait aimer les hommes toxiques. Salut, moi c'est Anaïs et tout ce que je sais sur le sexe, je le sais grâce à Sex Intention. Waouh, c'est triste. Et moi, c'est Marie et j'ai réparé beaucoup d'hommes comme Annette. On est en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris pour un enregistrement très spécial. Bonjour tout le monde. On vient de projeter le grand, le magnifique Sex Intention. Le très problématique. Le très problématique aussi. Cruelle Intention en VO, ça marche peut-être un petit peu mieux. À la base, ça devait être Cruelle Invention, donc ça aurait été Sex Invention en français. Ouais, ça passe aussi. Ouais, je sais pas. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adaptation moderne des Liaisons dangereuses et c'est un film qui est sorti en 1999. Et donc, on va débriefer ça tous ensemble. Est-ce que déjà il y en a dans la salle qui n'avaient jamais vu le film avant aujourd'hui ? Ah oui. Wow. Ok. Merci pour votre confiance. Ouais. Et désolée. Exactement. Ça vous a plu ou pas ? Je crois qu'il faut l'avoir vu à 12 ans en 2000 pour vraiment saisir toute la portée de ce chef-d'œuvre. C'est ça. Il faut l'avoir vu au moins 20 fois pour commencer à apprécier vraiment tout le génie de cette œuvre. Dans Amis, on aime bien se poser la question quand on regarde des œuvres du rapport qu'on a chacune à ces œuvres. C'est pas un hasard si on a choisi Sex Intention aujourd'hui. Marie, c'est quoi ton rapport à cette œuvre magnifique ? Eh bien, comme beaucoup de filles de ma génération, c'est-à-dire qui ont 35 ans aujourd'hui, j'ai regardé Sex Intention pendant des soirées pyjama avec des amis à l'adolescence et j'ai saigné la BO pendant des années et des années. Et je ne l'avais pas trop revu à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on le revoie pour ce podcast, et je n'ai pas été déçue du voyage. Je crois que tu as un rapport un peu plus intense, toi, avec cette œuvre. Non, donc moi, j'ai découvert ce film grâce au Vidéoclub. Je me souviens que je l'ai loué avec des amis et effectivement, je l'ai regardé de nombreuses fois. J'ai été très, très, très marquée par certaines séquences de ce film. On va en reparler. Je pense que vraiment, la phrase « sein souple » prononcée par Sarah Michelle Gellar, je peux vous dire que c'est gravé dans mon cerveau. À l'âge de 13 ans, j'étais pas prête pour ça. Et par contre, moi, je l'ai revu beaucoup de fois à l'âge adulte aussi parce que je n'ai jamais vraiment quitté ce film. Et il m'a jamais vraiment quitté non plus. Je l'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes, Marie ? Je peux. Donc, c'est l'histoire d'un sociopathe qui martyrise des dizaines de filles dans l'espoir d'un jour coucher avec sa sœur. Et puis, un jour, il couche avec une fille très, très pure. Alors, on sait qu'elle est pure parce qu'elle porte toujours du pastel et qu'elle fait des grimaces pour s'amuser. Et c'est en la déflorant qu'il devient un homme bien. Et après, il meurt. Voilà. C'était magnifique. Je t'en prie. Bon, on va le voir, Sex Intention, c'est beaucoup de moments très cultes. C'est beaucoup de rebondissements vraiment absurdes. Et aussi, peut-être, la meilleure bande-son de l'histoire du cinéma. Sûrement, même. D'ailleurs, on a regardé ce film avant de le revoir ici avec vous pour se préparer un petit peu. On l'a regardé dimanche dernier sur le canapé de Marie. Et vous allez l'entendre, la bande-son, tout de suite, nous a beaucoup fait réagir. Yes. Trop bien. Déjà, c'est bien. C'est tellement bien, mais c'est tellement bien. Ça fait 3 minutes. Même pas 3 minutes que ça a commencé. Non, mais franchement, cette bande-son Oui. est tellement géniale. Donc, il y a Placebo, évidemment. Il y a The Verve à la fin. Je pense qu'on a tous été très marqués par cette séquence. Pour la petite histoire, les producteurs du film ont dû dépenser une fortune pour avoir cette chanson parce qu'ils utilisaient... The Verve avait utilisé un sample des Rolling Stones. Et du coup, ils ont dû payer, je crois que genre 1/5 du budget du film, c'était d'avoir cette chanson à la fin, mais ça vaut le coup parce que ça fait tout le film en fait. Bah ouais, franchement, ça les valait. Hein. Ouais. Il y a Blur aussi. Il y a Blur, il y a Amy Mann qui, je crois, fait aussi une apparition dans Buffy, puisque c'est à peu près la même période. En fait, tous les groupes de rock un peu cool des années 2000-90 étaient là. Et franchement, moi, j'écoute cette bande-son vraiment plusieurs fois par an. Elle est tout le temps sur mes best-of Spotify de fin d'année. Donc, il y a Fatboy Slim aussi. Il y a Fatboy Slim. Non, mais vraiment, on va en reparler. Mais ouais, vraiment, je suis très contente d'avoir pu vivre ça avec un public. C'était assez chouette. Il faut parler un petit peu du réalisateur, qui est Roger Campbell. Roger Campbell. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est normal. Voilà, c'est normal. Pour vous donner un petit aperçu de sa filmographie, sa trajectoire après Sex Intention, qui était son premier film quand même. Donc, on peut le féliciter. Je trouve que c'est un très bon premier film. Après ça, il a fait Sex Intention 2, qui est sorti direct en VOD.
Ensuite, il a fait le film Allumeuse, que t'aimes bien, je Ah crois. oui, moi j'aime bien ce film. Avec Cameron Diaz et Christina Applegate. C'est nul, mais Voilà. je l'avais vu en salle. Et après, c'est vraiment de pire en pire, c'est-à-dire qu'après, il a fait Papa, la fac et moi, La forêt contre-attaque et Falling in Love, avec 2 N. Donc, Ça se passe dans un hôtel. Voilà. Ah. Donc vraiment, son plus grand succès, c'était un peu la chance du débutant, en fait. C'était Sex Intention, le premier. Mais franchement, il s'en est très bien sorti. Hein. Bravo à lui. Oui, tout à fait. Bon, avant de rentrer dans le détail, il faut qu'on passe en revue les personnages. La première, c'est Catherine Merteuil, qui a un nom très français. Oui. Parce que c'est adapté des Liaisons dangereuses, qui était jouée par Glenn Close dans le film Les Liaisons dangereuses, qui était sorti en 88, et qui ici est jouée par Sarah Michelle Gellar. Buffy. Comment tu décrirais Catherine Merteuil en une phrase ? C'est une traînée machiavélique et ma plus grande source d'inspiration. Tu la décrirais comment, toi ? Je sais pas, mais en tout cas, moi, ce qui me dérange toujours avec elle, c'est qu'elle porte toujours ses chaussures sur ses canapés. Elle est tout le temps avec ses petits talons sur les canapés en train de se frotter contre des gens ou des coussins. Et avec ses chaussures dessus, ça me perturbe énormément. Et sur les lits aussi. Hein. Mais c'est comme ça que tu sais que ça va pas trop là-dedans, quoi. C'est ça, elle a aucun respect pour rien et aussi pour les meubles, en fait. Ouais, et l'aspect sanitaire des choses. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que Sarah Michelle Gellar, quand elle a joué ce rôle, on dit Gellar ou Gellar ? Gellar ? Ouais, allez. Quand elle a c'est joué... comme GIF. Voilà. Quand elle a joué ce rôle, elle était vraiment au pic de sa célébrité avec Buffy. C'était autour de la 3e saison de Buffy. Et dans l'image collective, c'était vraiment l'héroïne blonde hyper sympa. Et elle a pris ce rôle aussi pour aller à l'encontre de ça. Elle est brune déjà, ce qui veut dire qu'elle est méchante, forcément. Elle porte du rouge à lèvres foncé. Elle s'habille dans des couleurs foncées aussi. Mm. Et elle est méchante et très sexualisée. Alors que Buffy est assez pure quand même. On la voit perdre sa virginité à l'écran et c'est une grosse partie de l'intrigue de Buffy. Donc ça allait vraiment à l'encontre de l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Et elle se débrouille très bien. Bah oui, franchement, elle est vraiment excellente. À chaque fois que je la revois, je suis impressionnée par Sarah Michelle Gellar. Il y a aussi Sébastien Valmont. Sébastien Valmont dans la version originale. Qui était donc le vicomte de Valmont à la base et qui là est joué par Ryan Phillippe. Comment tu le décrirais ? C'est un gros connard. C'est un gros connard, mais qui va connaître une très belle métamorphose. Exactement. Très crédible. On va l'entendre d'ailleurs. Je crois que c'est un peu ce que je me suis dit quand on a revu le film il y a quelques jours. Littéralement, on passe d'un sociopathe à un mec sympa à la fin, quoi. Il va être changé par l'amour d'une femme vierge et pure. C'est ça, moi c'est un gros connard que j'ai envie de réparer en fait. Oui, mais c'est tout le problème, mais on va y revenir. Bah oui. Pour moi, Sébastien, c'est un défi que j'ai envie de relever. Oui, mais encore une fois, c'est tout le problème. Mais la femme pure qui va changer Sébastien, c'est Annette, qui était jouée par Michelle Pfeiffer dans la version de 88 des Liaisons dangereuses et qui ici est jouée par Reese Witherspoon dans un de ses premiers grands rôles. Et à la base, c'était Katie Holmes qui avait été pensée pour ce rôle. Et c'est Ryan Phillippe qui sortait avec Reese Witherspoon à l'époque, qui lui avait dit « tu devrais prendre ce rôle » et qui l'a convaincu. Il a bien fait. Bah oui, tout à fait. Et on voit la future Oscarisée quand même. Elle sort un peu du lot. Ouais, elle est vraiment excellente dans le rôle. Elle est vraiment parfaite en plus pour ce côté un peu première de la classe, mais qui en même temps, quand elle se met en maillot de bain, on comprend que ça a beau être en une pièce, elle va séduire Valmont très très vite. D'ailleurs, tu sens, il y a un gros plan un peu sur ses fesses quand même, un moment quand elle sort de l'eau, et ça m'a fait penser à plus tard Lost in Translation, le gros plan de Scarlett Johansson dans sa petite culotte, c'est vraiment le même type d'érotisation d'un personnage un peu pur, mais... Ouais, qui a une garde-robe innocente, mais en même temps très très moulante. Ouais. Et puis après, il y a Cécile, la jeune Cécile, jouée par Selma Blair. Pour moi, c'est vraiment elle, la star du casting. Hein. Honnêtement, non, mais elle est géniale. Elle a un comique physique en plus qui est vraiment excellent. Ouais. Enfin, moi, elle me fait rire pendant tout le film. Mon moment préféré du film, c'est quand elle fait le poirier et qu'elle écarte les jambes. Je crois qu'il n'y a pas mieux dans ce film en fait que cette scène, quoi. Moi, mon moment préféré de ce film, c'est quand elle essaie de lécher sa glace et qu'elle fait tomber sa boule de glace. Ça dure 2 secondes, mais c'est vraiment du génie comique en fait. Donc ouais, elle est vraiment géniale. Comment tu la décrirais elle est neuneu, quoi. Ouais. Elle est neuneu et naïve, mais en même temps, elle a un gros appétit sexuel, quoi. Et... c'est ça, c'est une apprentie traînée qui s'en sort très très bien. Et qui a une vie sexuelle plus active à l'âge de 16 ans que nous à l'âge de 33. Ouais, en fait. exactement. Donc, bravo à elle.
Il y a aussi beaucoup de têtes connues. Vous avez sans doute repéré Joshua Jackson, qui joue un cliché homophobe. Voilà. Christine Baranski, qui joue la maman de Cécile, qui était dans The Good Wife et plein d'autres choses. Et Mamma Mia, qui a fait le film qu'on a montré aujourd'hui. Il y a aussi Sean Patrick Thomas, qui est devenu très très connu après pour un très court temps pour Save the Last Dance. J'étais très amoureuse de lui à l'époque. Évidemment, voilà. comme tout le monde. Et Eric Mabius, je sais pas qui c'est, donc c'est toi qui vas en parler. Et Eric Mabius qui jouait Daniel dans Ugly Betty. Et pour les fans de The L Word, il jouait aussi le petit ami de Jenny au tout début, qui se fait quitter par Jenny parce qu'elle aime les femmes. Donc c'est un peu une trajectoire de la loose quand même dans ses rôles, mais là aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc on l'a dit, c'est une adaptation des Liaisons dangereuses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre Les Liaisons dangereuses ? Voilà, c'est bien. Contrairement il y en a à plus Marie. qui parmi ceux qui ont lu le livre ont été forcés de le lire au lycée ? Voilà, bon, je veux quand même rétablir certaines choses. Ça faisait pas partie de mon cursus, donc c'est tout, quoi. Moi, j'ai été forcée de le lire au lycée et franchement, ça a été un coup de cœur immédiat. En fait, c'est un de mes livres préférés. J'ai adoré ce livre. J'étais vraiment première de la classe, mais c'est la seule meuf qui aime les livres qu'on te donne à lire au lycée. Mais non, je trouve que c'est un excellent livre. J'adore toutes les adaptations de ce livre. Et celle-là, je ne sais pas si c'est ma préférée, parce qu'honnêtement, celle de Stephen Frears de 1988, elle est aussi très, très bien. Mais je trouve que c'est une bonne adaptation, en fait. Je ne sais pas ce que tu penses entre celle-là et celle de Stephen Frears, parce que je sais que tu as vu les deux. Alors, je pense que c'est une bonne adaptation modernisée. Et c'était un peu la tendance à l'époque. Il y avait eu Clueless qui modernisait Emma. Il y avait eu aussi le film à Seattle, comment ça s'appelle, avec Heath Ledger et Julia Stiles. Ah oui, Oui, voilà. 10 raisons de te larguer, c'est ça? Ouais, 10 bonnes raisons de te larguer, et qui était une adaptation d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Et il y avait beaucoup d'adaptations comme ça, et je trouve que dans ce genre-là, Cruelle Intention se débrouille très bien. Après, honnêtement, Les Liaisons dangereuses de 88, c'est un bien meilleur film. On va pas se mentir. Déjà, je trouve que la façon dont... Moi, ce qui me dérange beaucoup, et on va en parler dans cette version-là, c'est la façon dont ils écrivent le personnage de Sébastien et surtout sa rédemption, à laquelle je ne crois pas du tout. Alors que dans la version de 88, il n'a pas vraiment de rédemption. Il meurt, donc c'est beaucoup plus facile à avaler, quoi. Et surtout, le personnage de Merteuil est vraiment beaucoup mieux dans la version de 88. C'est une femme aristocrate au XVIIIe siècle qui a un appétit sexuel très développé, donc on comprend un peu la situation dans laquelle elle se trouve, alors que là, la version jouée par Sarah Michelle Gellar, c'est une adolescente de 17 ans à New York, dans l'Upper East Side. On y croit un peu moins à son personnage, je trouve, et au dilemme dans lequel elle se trouve. Je sais pas, moi je le vois pas trop comme ça, mais en fait je pense que le personnage de Merteuil est assez différent et sa psychologie est assez différente aussi dans ce film-là qu'on vient de voir, parce que effectivement là c'est plus une fille qui est pourri gâtée et on sent qu'elle a un besoin pathologique d'attention, ce qui est pas trop le cas avec la Merteuil des Liaisons dangereuses de 88 ou même dans le livre où effectivement on sent que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé, comme Valmont d'ailleurs, et qui essaye de survivre alors qu'elle se sent un petit peu périmée. Là, c'est pas du tout le cas, évidemment. Elle aussi, elle a les seins très souples, comme elle le dit. Mais moi, après, c'est peut-être parce que j'ai vu le film 350 fois, mais j'arrive quand même à voir un petit peu le mal-être, justement, d'une adolescente qui est totalement pourri gâtée, mais on voit tous les deux qui viennent d'une famille très dysfonctionnelle. On nous dit quand même à un moment qu'elle est boulimique. Alors, c'est utilisé comme une blague, mais moi, ça m'a fait penser à Blair dans Gossip Girl, qui est aussi une peste. Mais en fait, on comprend que derrière ça, elle a vraiment des problèmes de santé mentale, en fait, et qu'elle a un besoin de contrôle et d'attention pour se rassurer. Et je trouve qu'on le voit très très bien aussi grâce à l'interprétation de Sarah Michelle Gellar à la fin. Quand tout le monde se lève, on sent que c'est ça qui la dérange limite plus qu'après le fait que tout soit révélé sur elle. Mais c'est vraiment le fait que personne l'écoute pendant qu'elle est en train de parler. Ça la fait totalement vriller. Et avec lui aussi, on sent qu'elle veut garder un pouvoir sur lui. Pas tellement parce qu'elle est attirée par lui, mais juste parce qu'elle veut du contrôle. Et donc moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et ce que je trouve aussi très cool avec cette adaptation, c'est que forcément, c'est une adaptation teen movie et rom-com. Donc, il y a une légèreté qu'il n'y a pas dans le film de Stephen Frears, qui est un film en costume, tout ça. Mais toi, qui es une spécialiste des rom-com et des teen movies, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que dans ce genre-là, c'est vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire beaucoup plus...
C'est pas une rom-com pour moi. Déjà, une rom-com, ça se finit bien. Enfin, on peut dire après, ça se finit Ouais, bien mais- pour Annette, mais parce qu'elle est débarrassée de ce gros loser. Mais Bah, c'est ça, pour moi, c'est son émancipation, tu vois. Oui, Moi, oui, justement, bien je sûr. trouve que c'est heureusement qu'il meurt, parce que justement, en ah fait, oui, mais ça, je suis d'accord. s'ils finissaient ensemble, ce serait horrible. Mais là, le fait qu'il meure, au final, et Heureusement qu'il meurt. Elle Bah disait ouais. pas ça il y a une semaine quand elle était en train de pleurer devant le film. Je peux vous le dire. Hein, non, mais narrativement, ça fonctionne justement, et je trouve ça très bien parce que dans l'adaptation de 88, le personnage de Annette, qui ne s'appelle pas Annette, meurt aussi. Elle a la tuberculose ou un truc comme ça, donc c'est Elle vraiment meurt de affreux. chagrin un peu ou un truc comme ça. J'ai pas compris, hein, parce que. Oui, bah, de chagrin et de maladie. Elle est très malade. On lui met des ampoules brûlantes là sur le corps et tout. Enfin, elle est à l'agonie, donc c'est hyper dark. Alors que là, j'aime beaucoup le fait que ça se termine sur cette scène où elle est en voiture et où en fait on comprend que c'est une émancipation. Et ça me fait aussi penser à Titanic et le fait que elle a perdu un amour de jeunesse qui lui a fait peut-être un petit déclic dans sa vie, mais au final, elle a sa vie devant elle et elle va pouvoir vivre tranquillement après, quoi. Ouais, ok, mais en fait, dans Titanic, Rose, elle avait besoin d'être émancipée. Là, Annette, elle va très bien au début. Hein. Et à la fin, elle a été déflorée par un connard qui est mort le lendemain. Donc j'ai envie de dire, je pense que sa vie, je sais pas si elle s'en sort bien mieux. Elle a juste une super voiture. Bah ouais. Ce qui est cool, mais bon. En fait, je pense que le côté l'âge dont tu parlais sur Merteuil, je pense que ça joue beaucoup parce que je trouve que Merteuil est beaucoup plus sympathique en fait dans la version de 88. Et c'est un personnage qui est assez fascinant et je trouve que la version de 88 le montre beaucoup mieux que là où elle est un peu caricaturale. C'est-à-dire que les moments où on a des plans où on la voit sur le balcon comme une espèce de sorcière machiavélique ou des choses comme ça, c'est marrant parce que c'est Kemp et qu'il joue sur ça aussi et qu'on sent que Sarah Michelle Gellar s'amuse dans le rôle. Mais ça rentre quand même dans pas mal de clichés, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui fonctionne bien pour moi, c'est-à-dire que c'est chouette d'avoir ces deux adaptations-là. Il y en a aussi une précédente en fait qui était sortie en 59 de Roger Vadim, qui est aussi moderne, mais bon, du coup c'est les années 50-60. Mais en fait, on a la version un peu sérieuse avec la version de Stephen Frears, et on a celle-là qui est vraiment Kemp, effectivement. Quand il essaye de raccrocher le téléphone et qu'ensuite il se baisse, que la caméra le suit pendant qu'il est en train de récupérer le téléphone et qu'il le rate une deuxième fois. C'est exceptionnel, c'est un grand moment de cinéma. Enfin, moi, j'aime bien ça, en fait. Et je trouve que d'ailleurs, tout le casting en fait vraiment des caisses, mais avec beaucoup de talent. Et donc, ça fonctionne aussi pour ça. Mais c'est vrai que oui, Glenn Close, dans la version de Stephen Frears, a des moments exceptionnels. D'ailleurs, le film se termine sur elle et sur son humiliation avec un plan vraiment culte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où elle est en train de se démaquiller devant le miroir. Et c'est vraiment une scène qui est un petit peu glaçante. Et aussi, cette version-là de 1988, en fait, récupère aussi plus de texte du livre original. Donc, il y a une vraie finesse dans l'écriture et il y a certains monologues féministes de Merteuil, interprétés par Glenn Close, qui sont vraiment exceptionnels. Et moi, j'adore ce personnage. Enfin, je pense que c'est un de mes personnages féminins préférés de l'histoire de la fiction. C'est une anti-héroïne. Wink wink, c'est aussi le sujet de notre livre. Et d'ailleurs, on l'a mentionné dedans parce que, ouais, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est machiavélique, qui a pas vraiment le droit à une rédemption d'ailleurs à la fin, mais qui dit, voilà, en fait, comme je suis une femme, je dois être plus maligne que les hommes. Et si je suis une femme qui en plus aime le sexe, je suis condamnée dès le départ. Donc en fait, je vais faire ce que je peux pour survivre et pour m'amuser. Et moi, je trouve ça assez stylé. Mais après, tu as totalement raison. Le personnage là dans le film qu'on vient de voir. Ah oui, moi, je trouve ça. Voilà. Enfin, je trouve que c'est un super personnage, Merteuil, dans la version de 88. Là, après, elle est marrante, elle me divertit beaucoup, et je trouve que c'est un Michael Gellar est super. Mais oui, c'est une bonne méchante, et c'est vrai qu'en voyant le film, c'était celle que je préférais quand j'étais ado, quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, donc c'est pas non plus, elle est pas non plus diabolisée à un point. Mais on est quand même heureux de l'avoir tombée à la fin, quoi. Ah oui. Grave. Mais ça, c'est pareil avec le personnage de 88 aussi. On est assez content de l'avoir tombé à la fin, parce que bon. C'est des personnages atroces, tous. Enfin, sauf Annette, qui est sympa, mais... Est-ce que le film a mal vieilli ? Je pense que... Vu les rires enthousiastes qu'il y avait dans la salle pendant certaines scènes, je pense que oui, il a un petit peu mal vieilli. Après, moi, je trouve qu'il y a un côté ridicule, voilà, qui se prend pas au sérieux, qui est très, très chouette. Mais oui, ça a mal vieilli, et ça a notamment très mal vieilli en ce qui concerne l'homophobie, en fait. C'est assez appuyé. Il y a aussi le personnage de Christine Baranski qui est extrêmement raciste, mais ça, le film s'en moque. Mais par contre, les blagues homophobes et même les clichés homophobes qu'il y a dans le film
sont assez dérangeants. Oui, déjà, il y a ça. Et puis, même si c'est vrai qu'on se moque de Christine Baranski pour ses blagues, il y a quand même un problème, je trouve, sur le casting. De toute façon, c'est typique des films des années 90, c'est-à-dire que le seul personnage noir, c'est quand même celui qui va être en partie responsable, voire grandement responsable de la mort du héros. Et qui jette l'héroïne pure voilà, sur exactement. la route, qui Et a parce une qu'il est en réaction colère violente, et qu'il ne peut pas voilà. contrôler sa colère ou un truc comme ça, donc, et qui est sexualisé pendant toutes ces scènes, il y a quand même un discours autour de ça qui est assez dérangeant quand on le voit aujourd'hui, quoi. Oui, complètement. Après, c'est un peu pareil avec le discours sur l'homophobie, où je pense qu'ils essayent de montrer justement que Valmont est assez ouvert d'esprit, mais ça marche pas Oui, vraiment. parce Quoi. qu'il est censé être libertin, mais c'est marrant parce que Joshua Jackson, qui jouait le rôle donc, de son copain gay, disait qu'il était fier de son interprétation parce qu'il pensait qu'il avait fait bouger les lignes. Oh là là. Ouais, on a aussi le cliché de l'athlète dans le placard. Alors ça, c'est aussi un classique du teen movie, hein, donc c'est pas si surprenant que ça, surtout dans les années 90. Mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a le fait que quand il trie ses DVD à la fin, il garde celui de Judy. Bon, voilà. On est quand même sur du cliché. Mais ouais, je pense que c'est sans doute les trucs qui ont le plus mal vieilli dans le film. Toi, tu pensais aussi que le personnage de Merteuil avait pas très bien vieilli par rapport à... Je trouve qu'il y a beaucoup de slut-shaming autour de son personnage. Enfin, c'est tout le principe du personnage, c'est que c'est une salope, quoi. Mais C'est après, vrai. elle a son discours au milieu qui fait qu'on a un peu plus d'empathie par rapport à ça et qu'on comprend son point de vue, mais quand même, c'est celui qui a le droit à une rédemption, c'est l'homme, c'est pas elle. Elle est humiliée publiquement et vraiment humiliée d'une façon horrible où et à la fin, tous les hommes qui secouent la tête, oh là là, vraiment, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein. Enfin, vraiment, il y a un truc où on sent c'est tellement génial. Oui, c'est hyper drôle, mais on sent le poids du jugement et il y a vraiment quelque chose d'ultra misogyne là-dedans. Parce que justement, je pense que si le truc qui est intéressant, c'est quand même Sébastien, tout le monde savait ce qu'il faisait depuis des années. C'est-à-dire que elle, le seul truc, c'est que c'est révélé par les écrits de Sébastien. Alors déjà, tout le monde prend ça pour à argent comptant, quoi, parce que il y a pas de problème, tout le monde le croit. Mais lui, il était censé être un garnement, quoi. Où il fallait pas laisser sa fille avec lui, mais il était quand même pas ostracisé de la société et il n'aurait pas eu cette espèce de scène où tout le monde le regarde en secouant de la tête, alors qu'elle a vraiment ça, et le film pour le coup a pas un discours là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul là-dessus, au contraire c'est une scène géniale parce qu'il y a sa larme qui coule toute seule, la musique derrière, on est censé se réjouir un peu de son humiliation quand même. Ouais, mais pour moi, encore une fois, le problème, c'est pas cette scène-là, parce que c'est une adaptation vraiment fidèle, et on l'a vu dans les autres adaptations, et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Moi, je pense que c'est une de mes scènes préférées du film, parce qu'en plus, elle est très bien interprétée, que la musique est parfaite, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les petits moments de discours féministe de Merteuil qui pourrait y avoir à d'autres moments et qu'il y a dans la version de Stephen Frears. Et il n'y a pas non plus les moments d'approfondissement vraiment psychologique sur son personnage à elle, sur le fait qu'elle est blessée par le manque d'attention de Valmont, etc. Et donc oui, comme elle est assez caricaturale pendant tout le film, quand on arrive à la fin, et puis bon, après, il y a la dichotomie brune-blonde, voilà, on est vraiment sur, pareil, teen movie des années 90, ça, on est obligé d'avoir la bonne distinction sur la couleur de cheveux. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi, mais je peux pas m'empêcher d'aimer cette scène. Mais bon, cette scène, elle est géniale. Voilà, on est mais c'est tout le problème de ce film, c'est qu'il est effectivement problématique par plein d'aspects, mais on ne peut pas s'empêcher de tomber dans le panneau, en tout cas moi, parce que clairement sur le personnage de Valmont, vous le voyez, il y a débat, et même pendant qu'on l'a revu il y a quelques jours, il y avait aussi beaucoup de débats entre Marie et moi sur sa rédemption. Désolée, moi je suis pas sa cul du tout, quoi. Genre, j'y crois pas une seconde. Moi, je suis une lipasse, Moi, il me fait pas chialer, hein. Oh, ce pauvre homme toxique. Mais il veut changer, Marie. Bien sûr, oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Il suffit de trouver le bon vagin. Il suffit de trouver une femme assez pure qui fait des grimaces. Exactement. C'est trop triste. Mais ça va pas, toi, la tête. Mais quoi? Mais c'est trop triste. Mais oui, c'est trop triste. Mais c'est un gros naze, ce mec. Mais non, il est tombé amoureux et... Oui, mais qu'il est... Ouais, mais il qu'il va mourir. Ok, mais qu'il ait un peu de spine, quoi. Enfin, une colonne vertébrale, en fait. Il s'est fait avoir juste pour des questions de... L'autre, elle lui dit, ta réputation va être ruinée, et il largue la meuf. Ah non, tu vois. Et parce qu'il s'est dit que si... qu'elle le méritait pas. Bah, il a raison, hein.
Désolé, mais il la mérite pas, ça c'est sûr. Mais les hommes ont le droit de changer, Marie. Bah en 2 semaines quand même, c'est compliqué. Hein. Oui, mais bon. Elle a raison, hein, elle a toujours raison. Mais oui. Dis-moi en plus, les hommes ont le droit de changer, vas-y. Bah oui, non mais évidemment, là, c'est... c'est compliqué de le défendre. Mais pour moi, il meurt à la fin, donc c'est pas grave, tu vois. Ça te déculpabilise sur... Ouais, c'est ça. Et puis c'est Ryan Phillippe. Enfin, c'est aussi ça le truc, c'est que on n'en a pas trop parlé tout à l'heure quand on parlait du casting, mais Ryan Phillippe, qui est pas forcément ensuite, qui a pas eu une carrière aussi exceptionnelle que les autres membres du casting, mais dans ce rôle-là, il est très très bon. Il est vraiment très très bon, je trouve. Il a énormément de charisme. Il est très charmant. Je crois que t'es un peu aveuglé par, par ton crush adolescent. Attends, tu trouves qu'il est pas bon acteur ? Je trouve qu'il est marrant, mais il est pas bon acteur. Moi, je le trouve parfait pour ce rôle. Je suis pas sûre que ce soit un excellent acteur dans l'absolu, mais là, en fait, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Il fait ce qu'il est censé faire, tu vois. Pour moi, on y croit parfaitement. En fait, il surjoue, tu vois, il est dans une espèce... Quand il se tourne et qu'il va dire bonjour à sa tante, je suis désolée, c'est exceptionnel. Oui, c'est marrant. Oui, parce que si on adhère au côté camp du film, Ouais. c'est ça, oui, c'est vrai. Mais je pense pas qu'il ait, par exemple, Reese Witherspoon en face. Évidemment, c'est pas le même personnage, mais dans leur dispute... Ah non, mais bien sûr, dans les moments d'émotion, il est moins bon qu'elle, ça c'est sûr. De toute façon, elle est vraiment exceptionnelle. Mais je trouve que en tant que ressort comique dans le film, il est très très bon. Et vraiment, moi, je trouve que son charme fonctionne. C'est-à-dire que même quand ils sont dans la piscine, en plus, le film dure 1h30. Enfin, déjà, dans celui de 2 heures de Stephen Frears, je trouve que ça va très, très vite par rapport au roman où c'est des échanges de lettres, ça se construit vraiment lentement. Là, tu dois accepter quand même que des énormes connards vont vaciller très rapidement. Moi, je l'accepte pas, justement. Ouais, mais moi, je l'accepte. Mais c'est la différence entre toi et moi. Mais moi, c'est parce que je vois Ryan Phillippe à poil dans la piscine. Je vois... Tu lui pardonnes tout. Non, mais elle a 16 ans, elle a jamais vu des fesses de sa vie. Évidemment qu'elle va se laisser convaincre, évidemment. Mais en fait, nous... Mais moi, je m'identifie à elle. Je peux rentrer dans sa peau et je peux comprendre, tu vois. Non, mais en fait, moi, mon problème, c'est que je pense que j'y crois pas. Si c'était sur 1 an, je me dirais, OK, il peut avoir une rédemption. Et s'il fait une vraie thérapie où il est pas en train d'essayer d'arnaquer sa thérapeute... Ou de se taper la fille de la psy. Exactement. Là, OK, mais en l'occurrence, ça se passe sur 1 semaine. On va pas me faire croire que ce mec qui est littéralement en train d'abuser sexuellement de femmes ou de faire du revenge porn 1 semaine plus tôt, d'un coup, parce qu'il a une meuf lui a fait des grimaces dans une voiture. D'un coup, il a un cœur, en fait. Ça y est, il s'est découvert une âme. Parce qu'avant, c'était la mauvaise influence de Merteuil, quoi. Mais je suis d'accord, mais en même temps, t'y crois dans l'autre adaptation ? Parce que moi, j'y crois pas non plus dans l'adaptation de Stephen Frears, en fait. Pour moi, déjà, l'autre adaptation, c'est sur plus longtemps. C'est clair dans l'autre adaptation parce qu'il y a des allers-retours. On sent que c'est sur plusieurs mois et c'est établi. Et à la fin, on n'a pas l'impression qu'il est devenu bon. On a juste l'impression qu'il est amoureux d'elle. C'est vrai. Mais en fait, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, mais le truc, c'est que je vois tout ce que tu veux dire. Non, parce qu'un connard peut tomber amoureux. Je ne lui enlèverai pas ça. Mais je pense juste que ça devient pas un personnage admirable, quoi. Après, moi, je pense vraiment pas que même dans le film qu'on vient de voir, il devienne admirable à la fin. Non, c'est mais ça, le film veut te faire croire ça quand même. Moi, je pense pas. Après, je pense qu'il y a eu des bons choix d'adaptation. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre et dans l'adaptation de 88, il paye des gens pour faire semblant qu'il fait la charité et qu'il donne de l'argent aux pauvres du village. Alors que là, en fait, ça lui tombe dessus, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est sa tante qui dit « Oh là là, je sais pas comment faire ». Donc, ils essayent d'atténuer un petit peu le côté machiavélique de Valmont, alors que vraiment, il a un côté très, très, très calculateur dans le livre et dans les autres adaptations, que là, ils ont essayé d'adoucir. Et donc, tu peux un peu plus facilement accepter le côté, dès le départ, il a des remords, il lui dit « Attends, t'es sûr qu'on va faire ça ?» Donc, ils ont rajouté quand même dans l'écriture 2-3 moments qui sont infimes, mais qui permettent de comprendre un petit peu mieux que dès le début, moi aussi, ce que je veux voir dans ce personnage, c'est qu'il est un petit peu sous l'emprise de Catherine. Non, mais ils ont une relation qui est extrêmement malsaine et toxique. Mais dans la dynamique, et alors ça, certes, comme elle, c'est un personnage féminin, on peut trouver que c'est un petit peu dérangeant. Mais pour moi, il y a une dynamique, surtout à la fin, qui est très clairement établie, où c'est elle qui a le dessus et c'est elle qui essaye justement de le manipuler, d'appuyer un petit peu sur tous les boutons. Et lui, on sent qu'il veut son approbation à elle. Et c'est aussi ça qui va motiver une partie de son comportement. Ça me dérange. Parce que je suis d'accord avec toi, c'est la façon dont le film le présente, alors que je retrouve pas ça dans l'adaptation de Stephen Frears. On a l'impression que c'est quand même d'égal à égal, quoi. Il y a un truc où John Malkovich et Glenn Close, enfin Valmont et Merteuil, ont vraiment un rapport où ils sont au même niveau de manipulation. Ouais.
Donc, tandis que là, mais parce qu'ils sont plus âgés aussi et tout ça, mais là, on a l'impression que c'est un pauvre petit garçon innocent qui juste s'est laissé mal influencer et qui maintenant comprend ses erreurs, quoi. Bah moi, je pense pas que ce soit un petit garçon innocent, mais je pense par contre que c'est possible de commettre des abus et des violences et d'être soi-même, tu vois, dans un rapport très très complexe d'emprise ou d'avoir soi-même des problèmes, tu vois. Non, mais Ça veut pas dire que ça excuse, et je pense vraiment, c'est ça la différence d'interprétation, c'est que je sais pas si le film excuse vraiment son comportement, mais par contre, il essaye de l'adoucir au maximum, ça Ouais, c'est mais sûr. c'est ça. Et d'ailleurs, il y a apparemment, quand Catherine appelle, comment il s'appelle, le prof de musique, et qu'elle lui dit il m'a frappé, ils avaient filmé une scène où on le voit vraiment la frapper. Et ils l'ont enlevé du montage final parce que. Pas forcément. Dieu merci. Oui, ben non, mais justement, mais parce que ça l'aurait rendu vraiment pas aimable, alors que ce qu'il voulait, c'était de le rendre aimable. Donc, Ouais. tu vois, il y a quand même des choix qui ont été faits très clairs pour, comme tu dis, adoucir son personnage et faire qu'on adhère beaucoup plus à son parcours de rédemption. Ouais, non, ça c'est sûr, mais ouais, moi je pense que ça me dérange pas parce qu'il meurt à la fin, donc. Et je pense aussi que, en fait, il y a un truc que j'aime bien dans cette adaptation-là, c'est que pour le coup, les femmes ont quand même du répondant, que ce soit Annette ou même Cécile, qui est une abrutie finie, mais qui quand même très vite prend goût au sexe, tout ça. Enfin, elles ont une certaine autonomie dans leur personnage qu'on trouve moins dans l'autre adaptation. Et ils ont essayé d'équilibrer un petit peu plus. Ça fonctionne pas à 100%, mais pour moi, ça me permet d'avaler un petit peu plus la pilule, quoi. Après, moi, quand je vois Cécile là qui se fait pousser du lit ou des choses comme ça fait rire sur le coup, mais je peux pas m'empêcher de me dire si cette fille c'était une vraie personne, dans 10 ans, elle va se retourner sur cette histoire et se rendre compte qu'elle a été abusée, quoi. Tu vois ce Oui, que je veux bien dire sûr, mais c'est pas une vraie personne. Oui, non, je sais. Il y a quelques scènes très marquantes dans le film. Oui. Il y en a une, c'est la scène la plus connue, je pense, de ce film, qui a eu même un prix au MTV Award. C'est le baiser entre Cécile et Catherine. Le big bisou bien baveux. Belle brune bordelaise. Le filet de bave, sans doute le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Ouais. Enfin, du coup, vous étiez assez nombreux et nombreuses à ne jamais avoir vu cette scène, donc je suis ravie que vous ayez enfin découvert ce filet de bave. Mais ouais, cette scène est absolument géniale. Je pense qu'elle a créé beaucoup de fantasmes, à la fois chez les hommes et chez les femmes, au moment de sa diffusion. Et moi, je me souviens que j'étais complètement scotchée quand j'ai vu ça. Ah oui, vraiment. c'était un peu du jamais vu, je pense. Moi, en tout Ouais. cas, j'avais jamais vu ça avant à l'adolescence. Donc, c'était une scène assez. Ouais, hyper marquante. Bah en fait, en plus, le film est quand même très osé sur le plan sexuel parce que c'est un teen movie. Et il y en a eu d'autres depuis des comédies vraiment adolescentes qui ont à chaque fois essayé de repousser un petit peu les limites de ce qu'on pouvait montrer, même pour un public ado. Mais là, vraiment, enfin moi je me souviens que même c'était une conversation au collège, au lycée, on en parlait et c'était assez frappant de voir des scènes aussi graphiques. Et puis là, en plus, la réalisation, c'est le cas dans cette scène et dans d'autres, elle y va vraiment. C'est aussi pour ça que c'est mémorable, c'est parce qu'on est en gros plan sur le filet de bave. Oui, puis il y a un côté dans le film sur les scènes, parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes de frottage, de frottement, je sais pas comment les décrire, vraiment où Catherine se frotte. Ça m'a traumatisée quand j'étais jeune, mais vraiment, je me disais, c'est ça le sexe en fait. Vraiment, Oui. ça a l'air hyper complexe techniquement, c'est-à-dire qu'il faut être de dos comme ça sur un canapé et se frotter. Enfin, moi, je me disais, moi, je vais jamais y arriver. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que ce qu'il y a eu après comme film sur justement le sexe adolescent, c'était American Pie, qui est quand même le truc le plus basique et le plus, très masculin et très un peu crado dans sa vision du sexe et très genre blague un peu cracra et tout ça. Et là, on a quand même une version qui était beaucoup plus sensuelle, érotique et plus féminine aussi dans son approche justement, où dans les scènes de sexe en général du film, les femmes sont plus dans le contrôle, dominent plus la scène que les hommes du film. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et je trouve que c'était un des trucs les plus novateurs et qui m'a le plus marqué à l'époque. Ouais, le plaisir féminin est assez présent dans le film, Oui, en fait, même totalement. si, encore une fois, de manière un peu il fait gênante. l'alphabet. Ouais, voilà, mais ça, c'est-à-dire que c'est une scène d'agression, mais après, on nous dit qu'elle a trop kiffé. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de conversations sur le plaisir féminin dans ce film. Et ouais, la scène où elle se frotte là sur le canapé, c'est en plan séquence en plus, donc c'est-à-dire qu'on relâche pas la tension et ça met peut-être même mal à l'aise, ou en tout cas quand on a 13 ans et qu'on regarde ça avec ses copains, on est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, c'est très ambitieux de vouloir montrer du sexe comme ça entre adolescents, sans espèce
de comédie qui viennent casser un petit peu la tension qui monte. Là, c'est vraiment très bien fait. Et ouais, moi, je trouve que c'est encore très, très efficace aujourd'hui. Ouais, et je pense que ça fonctionne aussi parce qu'ils ont tous l'air d'avoir 30 ans. Mais Non, t'exagères. Ils avaient tous 20 ans au moment oui, du mais en tournage. même temps, la façon dont elle est habillée et tout ça, par exemple, Catherine, elle fait vraiment beaucoup plus mature. Oui. Moi, en première, il n'y avait aucune meuf qui ressemblait à ça dans mon lycée. Hein. Ah bah, on n'avait pas trop de corsets en satin, c'est sûr. Mais après, moi, ça aussi, j'aime bien parce qu'en fait, le choix des costumes et des décors, c'est un clin d'œil au roman d'origine sûr. et à la période. Mais oui, ça aussi, c'est totalement ridicule. Lui, avec son long manteau qui se balade à Central Park, là. Mais c'est génial, en fait. Non, je suis d'accord. Il me rappelle un peu Spike aussi. Tu vois. Ouais, mais d'ailleurs, elle a un petit look Drusilla. Exactement. Peu. Non, mais c'est ça. Et puis bon, c'était la même période. Il y a des membres du casting de Buffy, donc ça passe. On aime bien. Une scène dont il faut vraiment qu'on parle, parce qu'on est en désaccord total sur cette scène, c'est la scène de la grimace. Des grimaces. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai pris très personnellement vos rires dans la salle. Non, le fait qu'il n'y en avait pas entendu. trop, justement, il y avait un peu un silence, ça n'avait pas eu l'air de séduire beaucoup de gens, alors que Anaïs, dis-nous tout. Bah, en fait, moi, je trouve ça hyper charmant. Mais encore une fois, c'est parce que je suis une grosse victime et que j'aime beaucoup le personnage de Valmont. Enfin, je l'aime beaucoup. Il est affreux, mais non, tu l'aimes beaucoup. Mais je suis très charmée par leur interaction dans cette scène parce que c'est un peu la seule scène où il a l'air sincère. C'est-à-dire que là, moi, je trouve qu'il joue bien le côté genre j'essaye de rester sérieux et de pas rire, mais en même temps, ça me fait marrer et je suis charmée. Et moi, je pense que c'était peut-être ma première expérience avec Reese Witherspoon en fait, parce que j'étais vraiment très jeune. Et je me souviens que cette scène m'a marquée où je me suis dit ah mais enfin. C'est une blonde aux yeux bleus, un petit peu, poupée parfaite, mais en même temps, dans cette scène, elle ressemble pas à d'autres actrices que j'ai vues. Enfin, elle se prend pas au sérieux. Enfin, je sais pas, moi, Mais non, mais te moque pas de moi, c'est hyper cruel en fait. Non, désolée. non, mais je comprends. Pourquoi t'aimes pas cette scène ? Je sais pas, déjà les grimaces, même quand j'étais petite, jamais ça a marché sur moi, donc j'ai jamais été très réceptive à ce genre d'humour, en tout cas. Enfin, pour moi, c'est même pas de l'humour. Mais moi non plus, mais on s'en fout. C'est juste que là, je sais pas, elle est trop mimi, quoi. Bah non, enfin ouais, je sais pas. Non, mais en même temps, je vois ce que tu veux dire et c'est comme ça que le film le présente. Et je trouve que Reese Witherspoon, pour le coup, est hyper mignonne dans ce film et très attachante. Et vraiment, tu vois ce qu'elle va devenir après et tout. Mais vraiment, cette scène, moi, à chaque fois que je la vois, je suis là, mais pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui est charmant, quoi ? Je comprends pas. Mais bon, c'est cool si ça marche. Bah ouais, moi, je trouve ça très charmant. Bah bravo. Vraiment, ça va pas du tout là. On n'est pas du tout d'accord. Non, mais il faut qu'on parle de Colorblind. Ouais. La meilleure scène de ce film. C'est la scène de sexe. Enfin, c'est. Oui, alors c'est la scène de sexe et la scène de l'escalator. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'Anaïs, je crois que tu as un rapport très très fort avec cette scène. Bah en fait, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marquée quand je l'ai vue à l'adolescence. Je me souviens même où sur le canapé de mes parents, j'étais assise quand j'ai vu cette scène. Je pense que juste, elle est très réussie visuellement et c'est pour ça qu'on l'oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a les couleurs primaires. Enfin voilà, on se souvient de sa belle chemise en satin bleu. Et c'est la scène, moi, qui personnellement m'a donné envie de croire en l'amour. Je me suis dit, dans ta vie, tu vas croiser des connards, tu vas croiser des mecs qui te ghosteront, qui seront complotistes. T'en avais déjà conscience à l'époque ? Ouais, c'est ça. J'ai vu vraiment toute ma vie romantique défiler devant mes yeux. Et je me suis dit, mais si tu les aimes suffisamment fort, ils viendront t'attendre à la gare. Et ça a donné quoi ? Bah, ils sont pas venus m'attendre à la gare. Voilà. Mais non, mais je sais pas, moi, à chaque fois que je monte un escalator, maintenant, je m'attends à ce que Ryan Phillippe soit en haut des marches. Enfin, vraiment, ça m'a grave marqué visuellement. Et puis voilà, lui, il est en bleu, elle a sa robe bleue avec son petit gilet rouge, et il y a la caméra qui tourbillonne autour d'eux. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait beaucoup d'effet. Et en plus, il y a cette chanson Colorblind. Alors, c'est là vraiment que vous savez que je suis très perturbée. C'est que dans cette bande-son absolument exceptionnelle, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée, alors que c'est vraiment pas la meilleure de la bande-son. Mais sur mon petit MP3 qui se clipsait, là, j'écoutais celle-là vraiment en boucle parce que ça me rappelait cette scène. Et vraiment, je sais pas, je pense que, ouais, après, je pense aussi que... ce qu'on est en train de voir quand même, c'est que c'est toi la plus romantique. Mais c'est ce qu'on a un peu vu cette saison aussi, alors Évidemment. que c'est moi qui suis fan de films romantiques, mais vraiment... C'est ça, je fais semblant d'être cynique, mais en fait, vraiment, j'y crois à fond. Et non, après, je pense aussi que peut-être que la différence d'âge a joué sur... Tu vois, parce qu'on n'a que 2 ans d'écart, donc c'est rien. Anaïs, c'est bon, j'avais 13 ans, j'étais pas non plus... Enfin, j'avais pas vécu, quoi. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que ces 2 ans, à ce stade-là de notre vie, ça peut être énorme. Oui, mais j'ai toujours sur 13 ans l'innocence. Enfin... Mais je pense que j'étais peut-être un petit peu plus naïve au moment où je l'ai vu, où tu vois, où en fait, c'était moins le cul qui m'a marqué et c'était plus le côté « Ah, c'est une trop belle histoire d'amour », tu vois. Oui, je sais pas. En tout cas, tu as très bien résumé ce qui allait se produire quand on a vu le film ensemble la semaine dernière. Ouais, vous allez voir, je suis très éloquente.
Parce qu'il va l'attendre en haut des escalators et après ils vont faire nique-nique. Faut faire nique-nique. Ouais, en fait, moi aussi, j'ai encore 13 ans. T'as eu une petite remarque aussi quand on a regardé le film, ou quand on a vu cette scène, c'est que tu trouvais qu'il transpirait beaucoup. Bah, je pense que ouais, ça m'a marqué en fait. Enfin, encore une fois, c'était une des premières représentations du sexe que je voyais de ma vie, et je me disais oh là là, mais ça a l'air vraiment d'être Un effort. ça a l'air d'être intense physiquement quand même. Ils sont très très suintants. Mais je me suis aussi dit que voilà, en fait, le sexe c'est ça, c'est une espèce de lumière tamisée et on est dans les bras l'un de l'autre et c'est hyper tendre et romantique et ça dure à peu près 10 secondes et juste après le mec meurt. Et C'est j'étais franchement pas l'idéal. si loin du compte en fait. Je me suis rendu compte après que c'était totalement ça le sexe. Exactement. Et puis il y a la rupture. Il y a la rupture, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais Ouais. c'est une très bonne scène dramatiquement du côté de Reese Witherspoon. Et apparemment, Ryan Phillippe, en filmant cette scène, après est allé vomir derrière tellement il a été choqué. Et je pense que c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa meuf allait être bien plus connue que lui. C'est ça. Mais pour la petite histoire, ça l'a tellement remué que voilà. Et bon, parlons de la mort de Sébastien. Incroyable. Incroyable scène. Déjà, Non, mais déjà, bah, ils sont 3 personnes à se retrouver à Central Park sans Google Maps, ce qui est un exploit assez exceptionnel à l'époque. Non, moi, je trouve cette scène totalement absurde, pour le coup, et totalement ridicule. bah déjà, en fait, qu'il meurt après ça, enfin, je comprends pas. Je sais pas. Après, je suis pas déjà fait experte. percuter par une voiture, Marie. Non, je suis pas experte en accident de voiture, mais elle a pas l'air d'aller très très vite et elle arrive de très très loin quand même et elle freine vraiment. Mais donc on se demande un peu ce qui s'est passé. Et en fait, on se demande aussi pourquoi il fait pas un roulé-boulet avec elle. Enfin, vraiment, on sent qu'ils ont essayé de créer un truc. Vraiment, tu t'es posé beaucoup de questions sur Bah oui, les ramifications physiques de Oui. cette scène. Bah, parce que j'y crois pas. Non, Mais après, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez beaucoup ri pendant cette scène. Donc je sens qu'on est raccord. bah, franchement, c'est un peu drôle. Quand Oui, même. bah oui. Non, enfin, moi, j'avoue que j'étais très émue à ce moment-là, parce qu'encore une fois, moi, j'y crois. Sébastien, je veux y croire. Non, mais j'aime bien cette version, je pense, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi l'autre version et qu'il y a une version vraiment beaucoup plus cruelle et dark qui existe. Oui. Et qu'effectivement, le film de Stephen Frears ne lui offre aucune rédemption. Après, c'est marrant parce qu'ils font exactement les mêmes choix, c'est-à-dire qu'il a les flashbacks de la relation pendant qu'il est en train de mourir, etc. Mais l'autre, elle est en train de mourir dans son couvent de manière atroce. Alors que là, il s'est sacrifié pour elle en plus, donc il y a un truc. Bah, je trouve ça aussi, c'est un bon choix d'écriture en fait. C'est-à-dire que si tu veux vraiment aboutir à la rédemption totale, tu fais en sorte que le mec meure pour elle, alors que dans la version d'origine, il est en duel avec le musicien et il choisit de mourir. C'est-à-dire qu'il se plante sur l'épée de son rival parce qu'il se dit je ne peux pas vivre sans elle et du coup vraiment je préfère mourir que savoir qu'elle vit ailleurs sans moi. Là, il y a vraiment un truc où elle est en danger de mort et il choisit de l'aider. Bah, franchement, je trouve que ça fonctionne mieux pour le coup pour son personnage, tu vois. Que le mec se jetterait sous les roues d'une voiture, tu dirais bon mec, t'es a bit Un peu much. émo, Ouais. oui. Mais après, pour le 18e, je trouve que ça fonctionne quand même, le côté duel. Et puis parce que je pense qu'il prend conscience de sa propre noirceur et qu'il décide d'en finir, quoi. Parce qu'il se rend compte que sa vie n'a pas eu trop de sens et qu'en plus, il a détruit la seule chose qui était positive dans sa vie. Et du coup, je trouve ça assez poétique. Mais oui, c'est vrai que c'est beau qu'il la sauve. Oui. Bah ouais. C'est bien pour elle. Elle meurt pas. On a aussi, je crois, un petit extrait de nos réactions très opposées pendant cette scène. Ah, c'est pour la sauver qui va mourir. J'avais oublié. C'est horrible. Elle est tout en blanc parce qu'elle est pure. et Bah lui, oui, tout en noir parce qu'il est, il est maudit. Méchant, oui. I love you with that. Mais t'as pas de cœur. Et vous n'avez pas de En tout cas, il a eu le temps d'écrire son testament puisqu'il lui a laissé la voiture quand même. Ouais, c'est vrai. Bien joué. Ouais. Non, mais franchement, elle a tout gagné à la fin. Elle s'est fait dépuceler par Ryan Phillippe. Elle a une super voiture et elle se casse. Est-ce que tu as une scène préférée, Anaïs? Bah,
Je pense vraiment que le moment où elle fait tomber sa boule de glace, j'aime beaucoup. Mais Selma Blair, en plus, elle a donné de sa personne. C'est-à-dire que, tu l'as dit, la meuf se fait bousculer dans tous les sens pendant tout le film. Elle a donné, quoi. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est quoi, toi, ta scène préférée ? Moi, ma scène préférée, c'est à chaque fois qu'il marche avec son manteau qui flotte derrière. Tellement bien. Et puis vraiment, le choix de la musique quand il est en train de marcher à Central Park, là, c'est exceptionnel. C'est tellement émo. Et est-ce que tu as une tenue préférée ? Parce que les tenues de Merteuil sont quand même... Ah ouais, toutes. Mais même la tenue de Cécile, sa petite robe rouge, là, avec les petites chaussures rouges, exceptionnelle. Mais je sais laquelle tu vas dire, donc je vais pas dire celle-là. Non, j'en ai noté 5, donc vas-y. Alors ça, classique, dynamique. Non, en fait, moi, je pense que celle qui m'a le plus marqué, en tout cas, c'était le corset du début avec les seins en satin, là. Ah, je l'avais pas, tu vois. Ah voilà, parce que je pense que c'est une ouverture très, très puissante. C'est-à-dire que pour découvrir un personnage, commencer comme ça, et pour moi, ça a totalement marché, le truc de... C'est Buffy, et là, en fait, elle est en train de se caresser ses seins en satin. C'est un peu bizarre, je suis pas prête pour ça, tu vois. Mais du coup, il y en a une autre que j'adore et je pense que tu l'as notée pour le coup, c'est la tenue toute grise métallique. Ouais, avec le haut transparent là à la fin, elle est magnifique. Incroyable. Mais il y a aussi la tenue de pique-nique quand même, Ouais. avec sa petite robe noire là. Et elle a une robe violette à fleurs bleues à un moment qui est un peu dos nu, qui est magnifique. Et ce que je trouve intéressant aussi au niveau des tenues, c'est qu'elle est presque tout le temps habillée dans des couleurs sombres, sauf une fois où elle est en pastel, et c'est quand elle est en train de perdre Sébastien, qui est parti pour une meuf qui est tout le temps habillée en pastel. Voilà. Ouais, non, mais je trouve vraiment que le travail sur les costumes, en vrai, est très bon. Il y a un côté ridicule, surtout lui avec son long manteau et tout, mais ça marche parce que c'est censé être un vicomte, tout ça. Et puis, il y a même, ça aussi, c'est ridicule, mais d'une manière que je trouve absolument délicieuse, c'est la petite capuche rouge de Cécile en mode petit chaperon rouge, quand elle veut être incognito dans l'Upper East Side. Je trouve ça très, très chouette aussi. Enfin, il y a une symbolique qui est très, très appuyée dans les costumes, mais comme c'est un film qui n'est pas subtil, ça marche très, très bien. Ah non, moi j'adore les costumes et je trouve que c'est intelligent, justement, la façon dont ils caractérisent les personnages à travers les costumes. Même leurs courriers sont pas subtils, parce que c'est quand même écrit en caractère 28 à chaque fois, les lettres. Je sais pas si vous avez remarqué, sur du papier, c'est même pas du papier A4, quoi. C'est des feuilles canson, genre ils sont en train de lire comme ça. C'est vraiment bizarre. Puis ils s'écrivent beaucoup de lettres quand même pour 1999. Oui, après ça aussi, c'est un clin d'œil au roman d'origine. Mais oui, c'est. Mais même ça, tu vois, en fait, bon, le plus gros travail d'adaptation, il a quand même été fait justement par les adaptations précédentes, parce que adapter un roman qui n'est constitué que de lettres pour que ce soit quand même un petit peu vivant, c'est pas forcément facile. Et du coup, avec ce niveau de difficulté là, moi je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Je suis d'accord. Merci Marie. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est fini. C'était Amis en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci à la régie, à Gaetano et à Aurélie, notre productrice magique. Qui est toujours derrière le décor qu'on voit jamais, mais qui est là. Voilà. Et merci beaucoup à vous, merci beaucoup au public d'être venu nous voir très nombreux et d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment trop, trop chouette. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison d'Amis. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Marie, mais peut-être qu'on peut leur dire sur quoi va porter la nouvelle saison d'Amis. Oui. Ça va être sur navet ou chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce film aujourd'hui. Puisqu'il aurait fait un parfait débat, navet ou chef-d'œuvre. D'ailleurs, navet ou chef-d'œuvre ? Franchement, c'est partagé. Je suis très fière de vous, merci. J'avais peur que tout le monde hurle navet, mais c'est bon. Et normalement, ça commence le 20 octobre. C'est ça commence le 20 octobre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et on a plein de films de cet acabit qu'on a envie de regarder et de débriefer. Donc, je pense que ça va être très, très fun. On vous en reparlera. On vous annoncera la liste aussi sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Il y aura Too Fast, Too Furious. Et Les Ensorceleuses, le meilleur film. Ah, chef-d'œuvre, on est d'accord. Ok, bon, je sens qu'il y a un prisme Marie très clair dans cette salle et je n'apprécie pas du tout. Sachez-le, Too Fast, Too Furious, c'est génial. Merci vraiment beaucoup d'être venu, c'était trop chouette. Merci.